Donc, alors voilà justement une photo de la route à Pierrefitte suite aux inondations de l'année passée. Voilà, les travaux que je vais vous présenter sont les résultats d'une thèse, mais sont voués à se poursuivre après cette thèse, donc qui a été soutenue le 28 novembre dernier. Et donc, ce que je vous présente là, c'est aussi les perspectives. Disons que ça ne s'est pas arrêté à un travail de 4 ans, quoi. Donc la présentation selon 5 axes un peu classiques. Je vais vous présenter le contexte de la recherche, la problématique et les hypothèses soulevées, la méthode employée pour répondre à ces problématiques, les premiers résultats et bien sûr des conclusions et perspectives. Donc pourquoi mesurer le coût des inondations ? On en a déjà parlé. J'ai repris une phrase de Margaretha Wallström, donc des Nations Unies, qui dit en fait on ne peut pas gérer ce que l'on ne peut pas mesurer. Donc l'important dans la mesure, et notamment des dommages, c'est repris dans un rapport EU Loss Data, donc de la Communauté européenne, qui dit que mesurer les dommages, ça permet déjà de faire des études statistiques et à différentes échelles. Ça permet bien sûr de tirer les leçons des événements passés, d'améliorer le retour d'expérience, savoir combien ça a coûté, dans quel domaine, etc. Et aussi d'améliorer les outils de modélisation des risques, parce que ce soit les assureurs ou les gestionnaires de risques à l'échelle des bassins, la modélisation des risques est aujourd'hui prépondérante. Donc en France, cette démarche est d'autant plus importante qu'il n'existe pas d'études en fait, généralisées sur les conséquences dommageables des événements naturels, sauf pour des événements vraiment que l'on qualifie de majeurs. C'est en gros une trentaine d'événements depuis l'instauration du régime des catastrophes naturelles, trentaine d'événements inondations. C'est les grandes inondations de Vaison-la-Romaine, le Gard en 2002, Xynthia, etc. Là, le marché de l'assurance a organisé des enquêtes pour essayer d'avoir des coûts pour l'ensemble du marché. Mais sinon, tous les petits événements qui ont lieu, les petits événements CatNat, on n'a pas d'informations en retour sur combien ça a coûté. L'autre aspect, évidemment, c'est d'essayer d'apporter des éléments pour mieux qualifier, mieux calibrer les fonctions d'endommagement auxquelles sont très... comme je disais tout à l'heure, les assureurs, les gestionnaires de risque sont très dépendants de ces fonctions d'endommagement. Bien sûr, pour la profession, c'est aussi un enjeu technique et un enjeu institutionnel en termes de communication et de rapport avec les gestionnaires du risque localement. Donc, pour faire simple, la modélisation de l'endommagement, aujourd'hui, que la plupart des acteurs utilisent en gestion des risques, elle est fondée sur les principes de comparaison entre des hauteurs d'eau et des dommages. Donc, typiquement, on utilise une courbe théorique en associant à chaque hauteur d'eau donc des dommages. Pour une faible hauteur d'eau, on a des dommages faibles. Pour des hauteurs d'eau moyennes, des dommages moyens, et ainsi de suite. Cette courbe, elle est extrêmement théorique. Elle est utilisée très largement aujourd'hui par l'ensemble des modélisateurs. Or, ce qu'on constate, et ça a été les résultats d'un précédent travail de thèse, un des premiers à justement utiliser des données d'assurance dans ce domaine-là, c'est celle de Camille André, qui a été justement faite en collaboration avec la Maïf, en fait, a montré que cette correspondance entre les hauteurs d'eau et les dommages, à partir de sinistres observés, était loin d'être évidente. Ce qu'on constate, en effet, c'est que pour des mêmes hauteurs d'eau, on peut avoir des dommages très importants ou des dommages très faibles. Le problème des modèles, c'est qu'ils peuvent être... ils ne reflètent pas la réalité des territoires pour plusieurs raisons. Ce que vous voyez là, c'est pour l'exemple des tempêtes, ce qu'on appelle la fréquence. Alors en assurance, la fréquence, en fait, c'est le nombre de contrats sinistrés sur le nombre total de contrats. Donc là, vous avez par département la fréquence modélisée de 87 à 2010 par département. Ce que préconise ce modèle-là, c'est en gros, ce qui est modélisé, c'est que le quart nord-ouest de la France est potentiellement très exposé au risque de tempête. Pourquoi ? Parce que ce modèle est basé sur des vitesses de vent, essentiellement sur les vitesses de vent. Or, ce qu'on constate sur la même période de la fréquence observée par les assureurs, c'est que dans le quart nord-ouest de la France, la fréquence n'est pas si élevée que ça, parce qu'il y a des facteurs de vulnérabilité qui entrent en jeu, et justement l'expérience des tempêtes dans ces régions-là
a fait que la manière de construire l'habitat, par exemple, s'est adaptée au risque. Il y a tout un tas d'autres facteurs aussi qui entrent en ligne de compte, mais ça montre que la vision aléa-centrée n'est pas la meilleure quand on aborde la modélisation des coûts. Après, pour résumer, lorsqu'on applique un modèle, on doit faire avec l'incertitude. Ici, pour l'inondation, l'exemple d'un bassin versant, lorsqu'on veut modéliser le risque, est-ce qu'on est sûr de sa précision topographique? Aujourd'hui, on utilise des MNT qui ne sont pas, dans la plupart des cas, précis en dessous du mètre. Est-ce qu'on est capable de bien géolocaliser les biens? Aujourd'hui, les assureurs sont confrontés à ces problématiques-là. Personne n'a 100% de son portefeuille géolocalisé exactement au point. Souvent, ça peut être au centroïde de la commune quand on n'arrive pas à le géolocaliser correctement. En termes d'aléas, il y a beaucoup d'incertitudes sur la mesure des débits, sur la mesure des hauteurs d'eau, etc. La même chose pour les enjeux. Aujourd'hui, lorsqu'on modélise un portefeuille d'assurance, en fait, on n'est pas sûr on n'a pas toujours l'information, savoir s'il y a quel est le nombre de pièces, est-ce qu'il y a un étage, un rez-de-chaussée, etc. Ces informations n'existent pas forcément. Et quels sont les facteurs d'aggravation ou de réduction du risque en termes individuels et collectifs? Donc collectivement, est-ce que les systèmes d'alerte ont fonctionné ou pas? Est-ce que ça a aggravé le risque ou non? Est-ce que les digues ont fonctionné? À titre individuel, est-ce qu'il y a eu des comportements à risque qui ont accentué les sinistres, etc. Ça non plus, il y a d'énormes sources d'incertitude là-dessus. Et enfin, tous les effets réseau, effets domino, perte d'exploitation, c'est-à-dire au-delà de la zone inondable, quels ont été l'impact des inondations sur la sinistralité? C'est très difficile à mesurer. Donc pour faire simple, on a le postulat de départ, c'est de dire que chaque territoire ne réagit pas de la même manière à un aléa donné et que les dommages sont le reflet de vulnérabilité, de spécificité territoriale. Il faut arriver à modéliser à étudier grâce aussi à la géographie. Donc le but, c'est pas dire on arrête la vision statistique économique des risques, il faut continuer à faire de la statistique, de l'actuariat, etc. Mais c'est essayer d'apporter une vision plus géographique dans l'étude de ces risques pour mettre en avant les spécificités territoriales. Donc bon, la problématique est donc celle-là. Est-ce que l'approche géographique du coût des dommages permet de mieux cerner justement l'origine et les facteurs explicatifs des dommages? Donc je vais passer un peu vite sur les hypothèses, mais en gros, l'hypothèse, c'est qu'on peut essayer d'approcher cette vision géographique des dommages avec des données de sinistres provenant du secteur de l'assurance. Et on émet l'autre hypothèse, c'est que les facteurs explicatifs de dommages, que ce soit l'aléa, la vulnérabilité ou d'autres aspects, varient en fonction de l'échelle d'analyse. Mais vous le comprendrez mieux en conclusion. Donc la démarche a été assez classique. C'est un double objectif. D'abord, essayer d'améliorer les connaissances à une échelle nationale sur les dommages causés par les inondations. Et ensuite, aller localement sur des terrains tests pour expliquer les différences de sinistralité. Donc la méthodologie, pour faire simple, donc il y a l'amélioration de cette connaissance au niveau global et les connaissances au niveau local. Et donc le premier aspect de l'étude a été de faire une base de données des événements inondations, mais de tous les événements inondations, c'est-à-dire pas seulement les événements dits majeurs. Donc cette base de données a été créée à partir de la base de données Gaspard, qui est la seule base de données publique des arrêtés CatNat. Donc on est bien uniquement sur les arrêtés, sur les inondations déclarées catastrophes naturelles. Et ce qu'il faut savoir, vous le savez sûrement, c'est que cette base de données Gaspard en fait recense les arrêtés CatNat individuellement. C'est-à-dire qu'ici vous avez un extrait de la base, donc de 82 à 2011, où en fait chaque arrêté est individuel. Donc on ne sait pas si ça correspond à 4 événements, à un seul ou à 2, par exemple. Donc le but en fait de la manœuvre a été d'associer des noms d'événements manuellement à chaque arrêté CatNat, en sachant que il a fallu donc s'intéresser à la définition même de l'événement. J'y reviens juste après. Et ensuite qualifier ces événements, c'est-à-dire que pour chaque arrêté CatNat, on a fait des recherches sur des sites
Météo France, Météo Paris. On a utilisé l'évaluation préliminaire du risque inondation qui découle de la directive inondation et essayé de qualifier le type de crue que c'était, soit crue rapide, par débordement, etc. Je ne vais pas rentrer dans la typologie, ça fait partie bien sûr du travail. Donc le problème, c'est qu'est-ce qu'un événement? C'est-à-dire qu'il y a des situations où c'est très facilement identifiable, mais parfois on a, sur toute la France, pendant un mois, des arrêtés CatNat en continu. Et donc là, c'est plus compliqué d'attribuer le nom de l'événement. Quand vous avez le même jour deux événements distincts de part et d'autre de la France, on va considérer que c'est deux événements, etc. Donc, ça nous a amené à nous poser des questions sur le type de phénomène, sur son périmètre temporel, son périmètre spatial, etc. Donc en tout, c'est 60 000 arrêtés CatNat qui ont été traités manuellement, avec une suppression des arrêtés dits litigieux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'arrêtés, à peu près un tiers de la base concerne l'événement de Lothar et Martin en 99, parce que sous l'effet de pression médiatique, politique, etc., les arrêtés CatNat ont été déclarés alors que c'était de la tempête, et la tempête ne fait pas partie du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, a priori. Et donc, en tout, sur cette base de 82 à 2011, c'est 2500 événements qui ont été identifiés. Une fois qu'on a fait cette base événements, on a créé une base de données des sinistres. Donc, cette base de données des sinistres, elle se présente comme cela. C'est-à-dire, on sait pour telle commune, à telle date, le nombre de particuliers ou de professionnels qui ont été sinistrés pour une charge totale de temps. Cette base de données sinistres, elle n'existe que depuis 1999, enfin sur la période 99-2011, parce que les assureurs qui nous ont fourni les données ne peuvent pas remonter à des historiques plus anciens que cela. Donc c'est 7 sociétés qui ont participé, qui représentent 50% du marché dommages aux biens en France, dont la Maïf, mais bien d'autres. Et en tout, on a pu récolter 600 000 sinistres particuliers et 40 000 pour des professionnels. Alors bien sûr, avec toutes les précautions d'usage qu'il y a à respecter quand on traite ce type de données, il faut savoir que la représentativité au sein même d'une compagnie n'est pas absolue. C'est-à-dire qu'on a, à partir des années 2008, au moins 90%, enfin, les données sinistres qui nous sont transmises par les sociétés sont 90% de représentativité. Par contre, quand on est au début 99, 2000, 2001, là, les sinistres qui nous sont remontés représentent que 50% des sinistres qui ont été effectivement payés parce que voilà, il y a des problèmes de fusion de systèmes d'information, etc., qui font qu'il y a des données qui se perdent et donc on n'a pas une représentativité au sein même des compagnies en fonction de l'échelle d'analyse. Et entre les compagnies, on n'a pas la même représentativité aussi parce qu'on n'a pas les mêmes parts de marché. Ce qui fait qu'au niveau national, on peut avoir une vision des parts de marché, mais quand on étudie un événement au niveau local, il suffit qu'une compagnie ne soit pas dans notre échantillon, qui n'est pas dans notre échantillon, soit très implantée localement pour que nos chiffres soient faussés. C'est pour ça qu'on travaille essentiellement sur donc, des coûts moyens à l'échelle des communes. Alors après, il faut voir bien sûr que ces chiffres ne concernent que des dommages directs CatNat, donc on n'a pas le coût global, hein. Il y a des indices de vétusté, etc. qui sont appliqués. Donc voilà, la localisation des sinistres, parfois on a eu des codes postaux au lieu de codes INSEE, il a fallu faire le rapprochement, c'est pas toujours facile à faire. Le montant des charges, parfois aussi, ne fonctionnait pas, on avait des valeurs négatives, et il faut savoir le traiter, etc. Bon, l'identification des phénomènes générateurs, c'est-à-dire parfois on a des sinistres qui nous sont remontés où on ne savait pas si c'était de la CatNat inondation, de la CatNat tout court, de l'événement climatique. Donc on en a demandé le plus possible pour faire nous-mêmes en fait, le traitement. Et les informations sur les assurés qui ne sont pas toujours complètes. Alors bien sûr, ensuite l'objectif a été de croiser ces deux bases en créant une base de données qu'on a appelée SILEC pour le sinistre indemnisé lié aux événements hydroclimatiques. Donc cette base de données, elle se présente comme cela. J'aimerais juste ajouter que pour la base de données événements, on a qualifié les événements en fonction d'un degré d'intensité. Et ce degré d'intensité, en fait, on a pris le parti de considérer que c'était le niveau de documentation de l'événement. Donc ce qu'on considère comme majeur, ce sont les événements très documentés pour lesquels on a une information sur leur coût global. Il y a eu une enquête de la part de la Caisse centrale de rassurance ou de la FFSA, souvent des deux mutuellement.
Et les événements marquants sont ceux pour lesquels on a des informations, on a des photos, on a des coupures de presse, etc. Mais il n'y a pas eu d'enquête de la part de la profession. Et les événements dits chroniques sont ceux pour lesquels on n'a que l'arrêté CatNat, on n'arrive pas à trouver d'informations complémentaires sur l'événement. Donc simplement, on a réalisé un algorithme qui permet de croiser la base de données des sinistres et la base de données des événements. Donc là, en gros, l'algorithme détecte que sur la commune de Draguignan, à cette date-là, il y a un événement. Donc il va rapatrier les champs de l'événement en lui indiquant que l'indice de fiabilité est parfait. Donc ça veut dire qu'on est sûr que ce sinistre-là est lié en effet à l'événement de Draguignan. Par contre, donc il y a 15 niveaux de fiabilité comme cela. Par contre, sur la commune de Nice, elle n'est pas dans notre champ, donc, mais il sait que c'est dans un département limitrophe. Donc il nous dit c'est probablement lié à cet événement climatique, mais on ne peut pas être sûr à 100%, donc on indique un indice de fiabilité plus faible, etc. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, on a 50% des sinistres qui nous ont été transmis qui peuvent être reliés de manière certaine à un événement. Et au total, ça nous fait 764 événements, donc sur la période 99-2011. Ensuite, on a utilisé ces données pour faire des expérimentations de terrain en fonction des types d'aléas sur chacun des territoires. On a des territoires qui sont plus sur de la crue océanique, de type débordement, ou des crues rapides, du ruissellement, etc. Des terrains choisis en fonction, bien sûr, de leur sinistralité récente. Il faut qu'ils aient connu des événements sur la période 99-2011 si on veut pouvoir les étudier, etc., etc. Donc sur les terrains, je vais pas insister, mais on a fait ce travail de terrain pour confronter les données de sinistres avec les acteurs et essayer de voir avec eux pourquoi on a des événements qui sont plus chers que d'autres, pourquoi sur certaines communes les coûts moyens sont plus élevés que d'autres, etc. Donc ça a permis, dans cette approche macroscopique déjà, de faire un premier tableau des profils d'événements. Et ça, c'est des choses qui paraissent assez simples, mais qui n'existaient pas en France. Donc on pourra discuter après, si vous voulez, de la typologie qui parfois peut faire discuter, mais c'est bien sûr un travail de réflexion. Donc voici le tableau où en fait on constate que l'immense majorité des événements qui sont survenus sont des événements de ruissellement et de crues d'orage, donc sur des grandes agglomérations. Ils représentent la majeure partie des événements, mais à un coût moyen relativement faible, contrairement à des événements comme des crues rapides qui sont souvent celles qualifiées de Cévenol, qui ont des coûts moyens un peu plus importants, etc. Donc on a fait cette première typologie. On a pu montrer aussi des effets de saisonnalité en fonction des sinistres. Donc, quand on essaye de regarder comment se distribuent nos événements en fonction des mois, on a en période hivernale, bien sûr, les crues lentes qui sont surreprésentées dans le nord de la France. Entre mai et août, principalement des épisodes de ruissellement sur les grandes agglomérations. Et entre septembre et décembre, les épisodes Cévenol assez classiques. Donc, ça permet aussi de qualifier notre information. Toujours à cette approche, à cette échelle macroscopique, ce graphique qui montre en fait la différence entre les nombres d'événements et ce qu'ils représentent en termes de charge. En fait, ce qu'on constate, c'est que les événements donc majeurs, ceux qui sont très documentés, représentent que 4% du nombre d'événements. Alors ils représentent certes 80% de la charge totale indemnisée sur la période, mais ça veut dire quand même qu'on n'a pas d'éléments de connaissance pour 70% des événements qui sont liés, qui sont survenus en France. Et ces événements-là, finalement, sont aussi ceux peut-être pour lesquels la prévention est la plus efficace. Parce qu'on constate souvent que les efforts de prévention sont donnés pour des crues de type océanique, avec des grands programmes de prévention qui peuvent aller jusqu'à des périodes de retour centennales, etc. Mais la majeure partie des événements sont des problèmes de dimensionnement de réseaux d'évacuation de pluie, etc. Donc, c'est aussi le but de ne pas de laisser pour compte dans la prévention, quoi. Montrer que les petits événements sont importants à prendre en compte dans la prévention. Ensuite, quand on essaye de regarder à l'échelle des événements, donc là, on part dans une approche plus microscopique. On prend l'exemple de l'aléa de l'événement de l'Aude en 99, événement majeur. Et ça, c'est pour vous illustrer l'hypothèse que j'ai formulée tout à l'heure, selon laquelle les facteurs explicatifs de sinistralité changent en fonction de l'échelle d'analyse. Ici, en fait, on constate que pour l'événement de 99, on a un aléa exceptionnel, 436 arrêtés catastrophes naturelles, une période de retour hydro supérieure à 100 ans,
cumul de pluie un maximum de 551 mm en 24 heures, et un coût total dans la base de données de 100 millions d'euros. Quand on regarde un événement plus petit, c'est-à-dire même en termes de... Bon, il y a moins de communes déclarées CatNat, l'aléa est moins important, le coût est moins important. Et ainsi de suite pour un aléa encore moins important pour lequel on n'a aucune information, on a très peu d'arrêtés CatNat et on a un coût très faible. En fait, ça nous montre que quand on regarde à l'échelle de l'événement, il y a un lien entre aléa et dommage, en effet. C'est-à-dire que quand on est face à un événement qui a eu des intensités exceptionnelles, on a très souvent des dommages qui sont très élevés. Par contre, quand on regarde au sein de l'événement, à une échelle plus petite, là, c'est la comparaison entre les courbes de précipitation et les coûts moyens par commune. Et c'est là que la démarche de terrain était intéressante, c'est de se dire pourquoi dans des zones, on a fait aussi la même chose pour les hauteurs d'eau, mais pourquoi dans ces zones-là, les coûts moyens pour les communes, il y a de tels contrastes en fait. Et c'est là qu'on arrive à avoir des informations comme l'efficacité de la prévention, comme le standing des enjeux, qui jouent un rôle dans, bien sûr, les dommages. C'est le cas, par exemple, de cette comparaison entre la commune de Narbonne et la commune de Coursan pour l'événement de 99. Vous avez ici les zones inondées. Et en nombre d'habitations, les plus sinistrées sont les zones oranges qui sont là. Donc ici, c'est le lotissement et ici, les lotissements aussi. Dans les deux cas, vous avez eu entre 50 cm et 1 mètre d'eau, un aléa très comparable. Habitat pavillonnaire le plus sinistré, et pourtant vous avez des coûts moyens qui sont très différents. Et en fait, le fait d'être allé sur les terrains nous a permis de voir que ces trois bâtisses, ces trois campagnes, comme on dit dans l'Aude, en fait, qui sont des anciennes fermes réhabilitées en maisons d'hôtes de fort standing, ont suffi pour faire exploser le montant des dommages. Or, si on avait utilisé un modèle classique en termes de hauteur d'eau, on n'aurait pas pu identifier ce type de facteurs. Enfin, le dernier cas aussi sur le terrain qui est intéressant, c'est de montrer les effets de la surexposition de certaines communes. Donc là, vous avez l'exemple en fait de Narbonne, où le PPR, le plan de prévention des risques, a été prescrit en 1996. Là, vous avez la situation du quartier de Razimbault, qui est le seul quartier inondé à Narbonne en 1999. Donc, vous avez ici la zone inondée, donc l'événement de 1999. Ensuite, vous avez la prise de vue en 2008 de Narbonne, avec le développement ici en fait d'un nouveau lotissement dans la zone qui a été déjà inondée en 1999, avec la construction de 250 nouvelles habitations. Et le PPR a été approuvé en 2008. Donc entre la prescription et l'approbation du PPR, il y a eu le développement de nouveaux quartiers dans des zones qui ont été effectivement inondées. Ce qui est intéressant dans cette étude-là, c'est qu'on a pu mobiliser nos coûts moyens. On savait qu'on avait 10 000 euros de coûts moyens par habitation, le multiplier par les 250 nouvelles habitations pour pouvoir quantifier une surexposition du territoire de 2,5 millions là en l'occurrence. Donc en termes de conclusion, cette base de données, elle peut être bien sûr utilisée par les instances nationales potentiellement dans les prochains cycles de la directive inondation pour identifier des territoires à risque important. Elle peut aussi servir à établir des critères de priorisation dans les politiques de prévention en France en fonction de la sinistralité récente. De pouvoir aussi, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu faire et qui est un grand chantier, essayer de comparer des événements sur un territoire, les effets de la prévention. En fait. Trouver des territoires qui ont connu deux événements similaires et entre ces deux événements qui ont mis en place des mesures de prévention pour pouvoir voir quels sont les effets économiques de cette prévention. Pour les acteurs publics, donc, c'est une base de données qui peut permettre d'apporter des éléments de communication aux élus, aux citoyens, d'améliorer les retours d'expérience, de calibrer les analyses coûts-bénéfices. Et enfin, pour le secteur assurantiel, je le disais, il y a un projet de réforme du régime des catastrophes naturelles. Elle pourrait potentiellement être mobilisée pour ce projet-là, dans une perspective de modulation tarifaire de la prime CatNat, par exemple. Elle permet d'avoir une vision plus robuste des dommages post-crise, donc typiquement après, par exemple, les inondations de Montpellier en 2014, beaucoup d'acteurs sont allés voir le secteur de l'assurance quasiment au lendemain de l'inondation pour savoir quels sont les coûts
combien a coûté cet événement, mais ce qu'on appelle la liquidation des sinistres est longue en assurance, et souvent on a une vision définitive du coût d'un événement 1 an après l'événement au minimum. Et donc l'intérêt, c'est que les assureurs utilisent aussi des modèles pour, en fonction des paramètres donc de précipitation, à peu près savoir combien de gens ont été sinistrés, et en fonction des premiers rapports qui reviennent, combien ça va coûter à peu près. Et ça, c'est des outils de modélisation, on ne peut pas faire autrement. Et donc ce serait peut-être aussi aider à avoir une vision plus robuste par rapport à l'expérience passée là-dessus. Et bien sûr, l'autre point pour le secteur assurantiel, et c'est dans le cadre de l'ONRN aussi que ça s'inscrit, c'est améliorer la relation entre assureurs et parties prenantes. Aujourd'hui, il y a un fantasme typique des données d'assurance. On veut faire la gestion du risque, on voudrait savoir, pour tel événement, ici, à ce point-là géolocalisé, vous avez forcément dans vos dossiers sinistres la hauteur d'eau et combien ça a coûté. Ça n'existe pas, il faut en faire la pédagogie et puis mettre fin à ce fantasme-là, et c'est un petit peu l'objectif de l'Observatoire national, et c'est ce qui est repris dans les cahiers numéro 2 de l'ONRN. Donc, quelle voie de progrès? Très vite, là, la base, après la thèse, elle est en cours d'enrichissement et de pérennisation. On va faire venir plus d'assureurs dans cet échantillon et la mettre à jour régulièrement. Ensuite, elle va être reversée, au moins les résultats de traitement de cette base pourront être reversés à l'Observatoire national des risques naturels. Elle peut servir bien sûr d'appui à de nouveaux travaux de recherche ou d'aide méthodologique, c'est-à-dire que tout type de travaux de recherche liés à cette thématique-là peut nous contacter et voir si on peut faire des travaux gagnant-gagnant sur ce principe-là. Et enfin, pour rebondir sur la thématique du colloque, c'est essayer de faire en sorte que la géographie des dommages puisse apporter un réel complément à l'économie des dommages. Voilà, je vous remercie. Merci. Bravo. Impeccable, dans les temps. Et en fait, tu as eu 3-4 minutes qui ont été mangées par Roland, donc en fait, tu es impeccable. Bravo. Il a bien fait de t'embaucher, en fait. Alors, maintenant, passons aux questions. Je suis sûr qu'il y en a dans la salle, forcément. Réveillez-vous. C'est juste avant une pause. On fait bien une pause. Ah, donc, pas de pause, pas de questions. Pas de questions. Ahmed, vas-y. Bonjour, Ahmed Mebarki, enseignant-chercheur. Ce qui aurait été intéressant aussi, c'est de savoir comment vous avez obtenu en fait les courbes ISO-cours en transparent 24. Alors, transparent 24, je crois que vous... Là, ici. Alors, ces courbes-là sont des courbes de cumul de pluie, en fait, qui ont été récupérées sur Météo France. Les aplats de couleurs que vous voyez là sont simplement en fait, les coûts moyens par commune qui ont été cartographiés à partir de la base de données des sinistres. Voilà. Quand vous dites moyen, ça s'est ramené au mètre carré? Non, c'est par sinistre, c'est par particulier. C'est combien a coûté l'inondation pour un assuré. Voilà. Il y a une question ici. Bonjour, je me représente, Courtois Arnaud, licence 3 génie urbain. Vous êtes appliqué sur un modèle à la base français. Est-ce qu'il existait déjà de base des modèles internationaux où vous aurez pu vous appuyer dessus? Alors, en fait, justement, je me suis pas vraiment appuyé sur des modèles, en fait. J'ai constitué cette base de données et on a étudié un peu... sur ce qui a vraiment été observé. Les courbes que je vous montrais là, c'est en effet que des modèles français. En revanche, on n'a pas... C'est très difficile en fait d'accéder aux modèles, aux outils de modélisation étrangers notamment, et encore plus quand ils sont dans le domaine de l'assurance, parce que c'est ce qu'on appelle un peu des boîtes noires. C'est un service commercial, donc c'est des outils de modélisation qui sont vendus, et donc on ne peut pas rentrer dans le modèle et savoir un peu ce qui est fait, ce qui est dit, etc. Donc nous, en fait, on a pris le parti, au contraire, de ne pas utiliser les modèles et puis de voir ce qu'on pouvait faire de notre côté
pour qualifier la sinistralité, quitte à ensuite calibrer des modèles qui, par contre, sont utilisés, sont des modèles français dans les analyses coûts-bénéfices. Donc actuellement, toute personne qui veut mettre en place des projets de prévention est obligée de justifier économiquement ses projets. Et donc il existe des guides pour cela, un guide du ministère pour faire ces courbes d'endommagement, justement, et d'autres courbes qui ont été faites avant. Et c'est ces modèles-là qu'on a un petit peu comparés, mais sinon on n'a pas regardé l'expérience étrangère, parce qu'on n'aurait pas les moyens de le faire. Autre question. Madame. Oui, bonjour, Charlotte Vinchon du BRGM, et j'ai notamment encadré la thèse de Camille André. Je voulais revenir sur ce que tu as conclu sur le fantasme de ce qu'il peut y avoir dans les données d'assurance. Je pense qu'il faudrait que ça, justement le contraire, que ça ne soit plus un fantasme, mais une réalité, et que ceux qui récupèrent la donnée sur les sinistres ou les dossiers d'expertise nous aident en fournissant une donnée juste sur la hauteur d'eau, par exemple. Tu veux une réaction là-dessus? Oui. On est dans une enceinte universitaire. Non, en fait, d'expérience, alors justement, un des premières choses concrètes qui ont été faites dans ce sens-là, dans le cadre de l'Observatoire national des risques naturels, c'est dire à ceux qui, justement, veulent avoir accès à ces données-là, venez dans les sociétés et venez voir ce qu'on a comme données chez nous. Donc on a deux types de données. On a les données de systèmes d'information classiques, enfin un peu Excel, des bases de données de centaines de milliers de lignes, où il y a très peu d'informations, il faut mobiliser plusieurs services pour faire revenir la donnée, etc. Et ensuite on a les données d'expertise qui, elles, sont à des échelons locaux, détenus par les experts, avec des dossiers qui sont format papier, qui ne sont pas normalisés, et dans lesquels, en fait, il est assez rare de trouver des hauteurs d'eau. Et donc, l'objet aussi, c'est de montrer que le rapport d'expertise avec les hauteurs d'eau, les experts ne savent même pas forcément, quand ils détiennent cette information, si elle y est dans leur pile de dossiers. Voilà. Donc... Oui, et la façon de mesurer cette hauteur d'eau est éventuellement différente. Oui, aussi. Autre question. Oui, jeune homme. Tom Perruchon, génie urbain, master 1 génie urbain. Moi, c'est surtout par rapport à l'origine de la demande sur la thèse. C'était plutôt une initiative privée de la part des assureurs parce que ils souhaitent mettre en place une indemnisation vis-à-vis de la géographie. Ou est-ce que c'est plutôt d'abord du public et l'État qui cherche à savoir exactement où gérer la crise? Alors, le sujet de thèse, il a été mûri au sein de la mission risque naturel, donc il n'y avait rien de commercial. Et puis surtout, le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles en France est fait de telle sorte qu'il n'y a pas de différenciation, que vous soyez en zone inondable ou pas en zone inondable, en fonction de votre prime. C'est un des seuls pays au monde qui applique ce principe-là, ce qui fait que vous ne payez pas plus cher que si vous êtes en zone inondable ou pas en zone inondable. Il n'y a pas de zonier tarifaire comme en auto ou en vol, par exemple. Et donc, l'objet vraiment de la thèse, ça a été dans une optique de prévention, c'est-à-dire de travail avec des acteurs de terrain et simplement essayer de travailler dans cette dimension géographique du dommage, quoi. Voilà. Mais ça a été mûré au sein de la mission risque naturel, qui est donc auquel en fait, participent les assureurs directement, mais aussi le ministère ou les acteurs publics. Donc, voilà. Et pour compléter, par rapport à ta question, c'est vrai que là, c'est une thèse qui est cifre dans le sens où, en fait, il y a un laboratoire de recherche public avec un partenaire privé. Et aujourd'hui, la recherche française fonctionne aussi par des apports, et de plus en plus par des apports extérieurs ou des partenariats publics-privés en recherche. Autre question ? J'ai pas encore eu de question de ce côté-là. Vous vous êtes endormi ou vous attendez après le café peut-être? Oui, monsieur. Il y avait un autre monsieur là-bas, je pense. Ah, il y a deux messieurs. Donc oui, on va prendre cette question et puis ensuite la vôtre. Amin Drief, Master Mise. J'ai une question. Quelle place accordez-vous à l'incertitude dans votre modèle?
En fait, la principale incertitude, il y a plusieurs sources d'incertitude dans ces travaux-là, mais j'insiste sur le fait que ce n'est pas un modèle. L'intérêt de ces travaux-là, c'est qu'on est sur uniquement des sinistres observés. Et donc, on a conscience de toutes les incertitudes qui sont liées aux données qui nous remontent, mais l'objectif aussi, c'est d'en faire la pédagogie parallèlement en fait, à ce qu'on explique. En gros, on a essayé de limiter l'incertitude en utilisant des coûts moyens par commune qui sont assez robustes. Si on a un nombre de sinistres assez important, on peut considérer que l'incertitude est assez faible. En revanche, on a conscience que il y a de l'incertitude liée au fait d'avoir relié les sinistres aux événements. On a perdu des événements de cette manière-là. On n'est pas sûr d'avoir relié des bons événements, etc. Mais ça, on n'a pas vraiment de moyen de le mesurer, en fait. On en a conscience, on essaye de faire des comparaisons en faisant varier nos hypothèses, mais on le garde dans un coin. Et puis, quand on explique nos travaux, on explique aussi ces sources-là d'incertitude. Mais le fait est que, vu que ce n'est pas un modèle, il n'y a pas de mesure, en fait, de l'incertitude, quoi. Monsieur ? Donc, Stéphane Jourdan, agence de l'OARTOIS Picardie. On est dans des démarches actuellement à l'échelle des gestionnaires de mise en œuvre des PAPI, avec des courbes théoriques d'analyse coût-bénéfice pour l'estimation des dommages. Donc j'avais deux questions. Vos courbes de dommages, est-ce qu'elles sont reprises par rapport au guide diffusé actuellement? C'est la première question. Et par rapport à l'étude de la sinistralité, notamment sur le volet professionnel, par rapport aux analyses multicritères qui s'engagent, est-ce qu'il y a une estimation des coûts pour la profession agricole, en fait, pour les dommages aux cultures? Alors pour la dernière question, les dommages agricoles ne sont pas pris en compte parce que voilà, ils dépendent du fonds de garantie des calamités agricoles et pour à la limite, s'il y aurait aussi les dommages CatNat pour ce qui est bâtiment agricole en fait, mais ça c'est pas pris en compte. Nous c'est simplement les sinistres aux particuliers et aux professionnels, dit en fait entreprises, industrie, etc. Et pour votre question sur les courbes d'endommagement, donc en effet, on a fait des études sur des terrains qui ont fait des ACB à partir des courbes du ministère et des courbes de Tortoroto. Parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens. On leur demande de faire une ACB, ils font une ACB en essayant de faire les formules qu'ils peuvent. Et donc le but, ça a été de voir avec eux s'ils avaient des événements. Par exemple, ils ont dû modéliser la crue décennale, centenale et supérieure. Est-ce que dans leur échantillon, ils ont connu, sur leur territoire, ils ont connu un événement qui pourrait être comparable au centenal dans la période 99-2011? Et nous, on va regarder dans la base si le sinistre observé, on a des coûts moyens qui correspondent à peu près à ce qu'ils ont mis sur la courbe pour l'événement centenal modélisé, en gros. Et c'est en ça qu'on a pu un petit peu calibrer les modèles, voir parfois ils sont vraiment en dessus, parfois vraiment en dessous. Voilà, on a fait ce travail-là.